Mesdames et messieurs, il est l'heure de faire un tour au niveau de l'actualité hors de nos frontières et bien sûr, c'est sur le plateau de 26 minutes en Afrique et dans le monde. Nous allons nous y prêter une fois de plus ce dimanche. Bonjour à nos invités, bonjour Gaston Joy Agbo. Bonjour Maël, bonjour Régis. Bonjour Régis Arossi. Bonjour Maël, bonjour Monsieur Gaston et bonjour à nos téléspectateurs. Mesdames et messieurs, plus de 80 candidatures pour une seule présidentielle. À première vue, cela peut sembler être un signe de pluralisme politique, mais dans un pays où le président Paul Biya est au pouvoir depuis plus de 40 ans, cette inflation de candidatures pourrait cacher des fractures profondes, fragmentation de l'opposition, absence d'alternance crédible ou simple mise en scène démocratique. Où en est le Cameroun aujourd'hui? Et sur ce, je vais interroger nos invités. Je me tourne vers vous, Régis Arossi. Plus de 80 candidatures déclarées au Cameroun. Quel est votre premier regard sur la situation? Alors, déjà de base, je pense que la scène politique camerounaise est assez particulière parce qu'on se rend compte que à la tête de l'État, on a un chef d'État qui est là depuis plus de 4 décennies maintenant. Et c'est le moment de voir peut-être si le pays peut se retrouver dans une nouvelle dynamique. Et donc c'est dans cette nouvelle dynamique-là qu'on se retrouve avec 80 candidatures ou plus de 80 candidatures au Cameroun. Alors, quand on voit ce chiffre, c'est assez surprenant d'une part et d'autre part aussi pas très surprenant parce que quand on regarde le tissu politique camerounais, c'est beaucoup de partis, c'est plus d'une 300 de partis dans l'État. D'après en tout cas les recherches que j'ai pu mener, il y a des partis, il y a une panoplie de partis maintenant. Est-ce que les partis sont réellement actifs? C'est la question qu'on peut se poser. Maintenant, quand on voit 80 candidatures, cela dénote du fait que déjà, la population ou les Camerounais souhaitent quand même voir à la tête de l'État un certain changement. Et de l'autre côté aussi, une certaine volonté politique de part et d'autre de certains acteurs qui quand même souhaitent s'intéresser ou être beaucoup plus, je vais dire, impliqués dans la chose politique. Et donc de là à donc se présenter au présidentiel, c'est, je pense que d'une certaine manière assez louable. Maintenant, ce qu'il faut regarder dans le fond, c'est que est-ce que ces candidatures sont sérieuses? Est-ce que ce n'est pas juste pour faire ou pour frimer en griffe, comme on peut le dire? Donc c'est la question qu'on peut se poser à ce niveau déjà de première vue quand on regarde. Et par la suite, je pense que la suite du processus va nous aider à savoir à faire la différence entre qui est sérieux, qui n'est pas sérieux, qui a une candidature légitime en fonction des décisions de l'instance habilitée donc à valider les candidatures. Merci à vous. Alors, avant d'en venir au caractère sérieux des candidatures, Gaston Joy Agbo, surabondance de candidatures, pluralisme ou illusion selon vous? Oui, je ne parlerai pas déjà de pluralisme. Et je vais commencer par l'illusion parce que quand nous regardons dans le fond les candidatures qui ont été déposées, il y a des candidatures qui ne sont pas sérieuses dans le fond. Parce que je vais prendre l'exemple qui m'a beaucoup plus frappé, c'est le fait que la limite ou le minimum d'âge pour déposer une candidature ou pour participer à cette élection est de 35 ans et on a eu un candidat qui a juste 31 ans mais qui a déposé sa candidature. Donc je pense que dans l'étude de ces candidatures, on va pouvoir voir clair si il s'agit là vraiment de pluralisme ou de l'illusion. Mais on pourrait parler de pluralisme en ce sens que il y a plusieurs partis politiques dans le Cameroun et actuellement, ce qui est évident, c'est qu'il y a plusieurs acteurs qui veulent désormais ou qui s'intéressent désormais à la gestion de la chose publique, ce qui est une évidence claire quand on voit les 80 candidatures. Maintenant, ce qui a beaucoup plus favorisé ces 80 candidatures, c'est la manière dont les élections sont organisées au Cameroun. Il n'y a pas trop de restrictions pour ce qui est des candidatures.
il suffit d'avoir les 35 ans, de jouir pleinement de ses droits civiques et de payer les cautions, ce qui est tout à fait gérable quand on voit la manière dont les Camerounais se sont mobilisés, parce que la mobilisation est aussi quelque chose qu'il faut reconnaître aux Camerounais dans cette situation, parce que 80 candidatures, c'est toute une machine qui opère derrière toutes ces personnes-là. Et il y a également quelque chose qu'il faut noter, c'est que le parti qui doit présenter le candidat a juste besoin d'avoir au minimum un député élu au sein du Parlement pour pouvoir présenter des candidats, ce qui fait qu'on s'est retrouvé avec des partis qui ont présenté plus d'un candidat, par exemple le parti au pouvoir qui a présenté 3 candidats, et également on voit Maurice Kamto qui a dû abandonner son parti pour se faire représenter sous un autre parti politique. Oui. Donc il y a cet aspect qu'il va falloir relever. Alors Régis Sarossi, on constate qu'il y a plus de candidatures venant de l'opposition. Alors est-ce qu'on peut dire que l'opposition camerounaise est toujours crédible à ce niveau-là? Alors, plus de candidatures au niveau de l'opposition, je pense que c'est tout à fait normal, parce que c'est le parti au pouvoir qui va présenter son candidat ou ses candidats. Mais quand on regarde, tous les autres partis pratiquement sont dans l'opposition, à moins qu'il y ait quelques-uns des partis qui quand même épousent la cause du parti au pouvoir. Donc c'est un constat tout à fait normal qu'on peut relever dans ce cadre-là. Maintenant, quand il s'agit du fait d'investir un ou l'autre des candidats pour les présidentielles, Monsieur Gaston a fait ressortir l'aspect sur lequel il fallait avoir un élu à l'Assemblée nationale ou partout ailleurs. Je pense en parlant de représentativité locale. À part cet aspect, il faut notifier en fait que cet aspect de représentativité, avoir un élu, est lié aux partis qui ont réellement cet élu-là, et donc la condition pour eux est valable. Maintenant, il y a d'autres partis qui peuvent présenter en indépendant. Par exemple, les partis qui n'ont pas de représentants d'élus sont obligés de courir et de trouver 300 parrainages à raison de 30 par région du Cameroun. Et donc, si ces partis n'ont pas pu réunir ces 300 parrainages, ça sera un peu compliqué de confirmer la validité de cette candidature-là. Donc, on a 80 candidatures qui ont été déposées. Maintenant, est-ce que par la suite, le juge constitutionnel va valider ces candidatures? C'est la question qu'on peut se poser. Et il y a plusieurs freins qui peuvent donc empêcher que ces 80 candidatures soient validées. D'ailleurs, c'est incroyable ça sera incroyable de voir que les 80 candidatures soient validées, parce que en 2018... Qu'est-ce que cela révèle alors plus profondément? Je pense qu'au niveau de chacun ou de la scène politique, quand on regarde le chiffre, moi je vois ça beaucoup plus comme une illusion de voir 80 candidatures. Pourquoi? Parce que en 2018, par exemple, il y avait juste 29 ou 28 candidatures et à peine 9 ont été retenues. Et donc ce que ça va révéler après de voir que les 80 candidatures ne seront pas validé, c'est que le juge constitutionnel ou l'instance habilitée a fait son travail pour identifier les failles dans les candidatures. Et ces failles-là, c'est le défaut peut-être de paiement de la caution, le défaut du rassemblement des 300 parrainages pour les partis qui n'ont pas d'élus, ou des dossiers incomplets, donc le casier judiciaire qui manque, ou en tout cas des vices dans le dossier qui est soumis. Donc si ce travail de dépouillement est fait par l'instance habilitée et qu'à la fin on se retrouve peut-être avec une vingtaine de candidatures, je pense que c'est beaucoup plus intéressant que de parler de 80 candidatures, ce qui est invraisemblable pour des élections présidentielles. Gaston Joy Agbo, ces candidatures profitent-elles finalement au pouvoir en place? Oui, à première vue, on pourrait dire que cela peut profiter au pouvoir en place.
encore que le parti qui est au pouvoir n'a pas présenté un seul candidat. Cela pourrait profiter au pouvoir en place, en ce sens que quand on voit 80 candidatures, la première des choses qu'on se dit, c'est qu'il n'y a pas une union au niveau de l'opposition pour pouvoir peser sur la balance contre le parti au pouvoir. Mais on ne sait pas encore concrètement quelle est la base de ces personnes qui ont déposé leur candidature. Il est vrai que nous avons le nom de certaines figures et quand on regarde dans le fond, on voit une mobilisation qui est faite derrière ces personnes-là. Mais finalement, est-ce que ça va faire le poids concrètement contre le pouvoir le parti qui est au pouvoir? Ça, je ne pense pas. Et c'est la capacité de ces acteurs maintenant à pouvoir battre campagne et avoir l'adhésion de la population qui est en jeu. Et donc, dans les prochains jours, nous allons voir certainement démontrer cette capacité de ces acteurs à mobiliser la population. Et il faut également que ces acteurs aient un projet politique bien solide qui pourrait avoir l'adhésion de la population, parce que l'argument qui est beaucoup plus avancé actuellement, c'est l'âge du président qui est là. Mais malgré son âge, s'il a un projet politique bien solide auquel les populations adhèrent, je ne pense pas que la population puisse mettre encore sur la table cette raison pour pouvoir avoir une mobilisation. Donc, il ne s'agira plus pour l'opposition ou pour toutes ces personnes qui se sont représentées d'identifier comme raison de se présenter l'âge du président qui est assez évolué et qu'il va falloir forcément le remplacer. Mais il va falloir mettre en place un projet politique bien établi, bien clair, qui répond aux attentes de la population camerounaise. Parce qu'il y a eu un interview qui a été effectué au niveau de la population camerounaise et il y a certains qui estiment que l'âge n'est pas dans le fond le problème, mais c'est dans la manière dont les choses seront gérées qui importe aux Camerounais. Et dans le fond, c'est ce qui est. Les Camerounais ne se plaignent pas de la personne qui est au pouvoir, mais si il y a quand même les besoins, les premiers besoins qui sont assurés, je ne pense pas que le problème va se poser. Merci à vous. Peut-on alors réellement parler d'un pluralisme politique dans un système dominé par un seul parti depuis des décennies? On peut parler de pluralisme, je pense, d'un côté, parce que d'une certaine manière, on donne l'occasion à chaque fois au parti de pouvoir se représenter. C'est vrai qu'on fait l'analyse par rapport à ce qu'on voit sur le terrain, mais le principe du pluralisme, c'est de donner la possibilité déjà au parti de pouvoir se présenter, d'avoir des élus, d'investir quelqu'un pour pouvoir accéder à la présidence. Maintenant, dans les faits, déjà, le fait que le parti au pouvoir soit dominant, ce n'est pas forcément de leur faute ou que le parti soit au pouvoir, parce que cela dénote aussi de la faiblesse de l'opposition. Si l'opposition n'est pas forte, c'est clair que le parti au pouvoir va continuer à rester au pouvoir. Maintenant, au-delà de cet aspect, il faudrait peut-être revenir sur certains points. Moi, je veux juste lever la question. Je m'interroge sur le fait qu'il y ait une limite d'âge pour le minimum à avoir pour postuler ou pour être président candidat au présidentiel, mais qu'il n'y ait pas de limite maximale pour se présenter. Donc c'est des aspects sur lesquels il faut s'interroger quand même d'une certaine manière. Et quand vous interrogez, vous répondrez quoi? Non, bon, j'ai juste fait l'observation par rapport à ce que j'ai pu voir, parce que quand on regarde quand même objectivement un chef d'État qui fait plusieurs années, et il y a quand même le poids de l'âge, qu'on le veuille ou non, à un moment donné, il faut un certain renouvellement. Et M. Gasson parlait tout à l'heure de si le projet était valable, que la population l'accepte, ce serait intéressant de revoir le même. Ce que je veux dire par rapport à cela, c'est que un parti, c'est un système, et on n'a pas forcément besoin d'une seule personne pour guider la vision ou le plan proposé par le parti. Donc si le plan est valable, pourquoi ne pas chercher une autre personne? Maintenant, s'il y a d'autres défis liés au parti, ça c'est autre chose.
parce que on peut se dire que il y aurait de la division au sein du parti au cas où ce serait une autre personne qui représente le parti. Donc peut-être que c'est ça qui fait que on joue beaucoup plus sur Paul Biya qu'une autre personne. Donc il faut voir tous ces éléments-là et prendre en compte tous ces éléments. Cela m'amène à vous poser la question. Alors dans un tel contexte, quelle marge de manœuvre à l'opposition pour créer une véritable, une véritable alternative? Je pense que l'alternative ou les options que l'opposition actuellement, c'est de pouvoir miser sur les figures fortes de l'opposition. Quand on prend Maurice Kamto, je pense que c'est une figure emblématique de l'opposition. Et quand on regarde aussi les derniers développements par rapport à l'élection présidentielle précédente, je pense que c'était lui la figure de proue de l'opposition et qui pouvait tenir tête à Paul Biya. Et donc, si l'opposition veut réellement, donc si l'objectif de l'opposition c'est de pouvoir accéder ou de pouvoir parvenir à une alternance au pouvoir, il pourrait miser sur un soutien d'une figure assez forte de l'opposition pour pouvoir vraiment faire front ou permettre à ce que celui-ci puisse tenir tête à Paul Biya éventuellement. Parce que sans cela, on se retrouvait avec une opposition qui est divisée, qui est fissurée et donc qui va réellement laisser l'avantage au parti au pouvoir qui va encore représenter son candidat, et notamment ici Paul Biya, qui est quand même la personne la plus vue, même si comme le disait M. Gaston, il y aurait d'autres personnes qui ont été représentées ou qui ont été présentées par le RDPC. Merci à vous. Alors, on retient pour cette première partie que l'opposition doit vraiment être assez forte pour faire front à la mouvance présidentielle, en l'occurrence face à Paul Biya. Ce n'est pas une multiplicité de candidatures qui fera l'affaire, si je résume bien. Je pense qu'il peut avoir la multiplicité, mais qu'il faut rester assez stratégique et dans les décisions à prendre. Par exemple, quand on regarde Maurice Kamto, qui avait un blocage par rapport à son parti, le MRC, je pense, donc qui, je pense, avait des difficultés à faire valider sa candidature parce qu'on disait qu'il n'avait pas forcément d'élus à l'Assemblée nationale, et donc qui a décidé de faire volte-face ou de quitter son parti pour rejoindre notre parti, le projet de notre parti qui a des élus. Donc je pense que des stratégies comme ça peuvent aider à valider une candidature, et cela pourrait permettre à l'opposition d'une certaine manière, en fonction de l'évolution. Là on est juste à l'étape des candidatures, mais quand les candidatures seront validées et qu'on aura une liste claire, il faudra maintenant redéfinir une autre stratégie en fonction des objectifs et en fonction des intérêts, parce que l'opposition a un pouvoir et l'opposition peut s'organiser pour pouvoir atteindre ses objectifs. Et les stratégies, je pense qu'il y en a assez pour pouvoir atteindre les objectifs, justement. Merci à vous. On ne reste pas qu'au Cameroun, on fait également un tour en RDC où on constate la reprise des attaques du M23. Alors, malgré une déclaration de principe signée à Doha entre le gouvernement congolais et les rebelles du M23, les violences reprennent dans l'est de la RDC, notamment à Goma et à Bukavu. Une situation qui illustre une fois encore l'écart entre la diplomatie et la réalité du terrain. Alors, Gaston Joy Agbo, les accords de Doha, une nouvelle tentative ou un nouveau mirage? Il faut parler déjà de tentative, parce que ce n'est pas la première fois qu'on se retrouve à aller pour un accord entre le M23 et la RDC. Et la RDC, c'est un grand pays de l'Afrique centrale qui est d'ailleurs le pays francophone le plus peuplé du monde. Et il faut dire que dernièrement, en janvier 2025, la RDC a été beaucoup plus bouleversée par les attaques du M23 à l'Est, ce qui a suscité beaucoup plus d'étonnement et beaucoup plus de questions
pour ce qui est de la gestion que fait le pouvoir en place de la question des rebelles du M23. Parce que la question liée au M23 ne date pas d'aujourd'hui et ne date pas du début de l'année 2025. Cela remonte jusqu'en 2009 quand le fameux accord avait été signé le 23 mars. Et après, nous avons vu la manière dont les choses se sont passées. En 2012, il y a eu les rebelles qui ont dit que le gouvernement ou le pouvoir en place ne respectait pas les clauses de cet accord, ce qui a fait qu'ils ont dû créer ce mouvement pour montrer ou pour manifester leur mécontentement. Mais en 2013, le gouvernement a réussi à cantonner ces rebelles-là à l'Est, ce qui a permis de les canaliser un tant soit peu. Mais l'erreur, à mon niveau, je pense que c'est que ce mouvement ayant été cantonné à l'Est n'a pas eu, ou le pouvoir n'a pas pu contrôler ou encadrer ce pouvoir qui était à l'Est, ce qui a fait que le mouvement a pu se réarmer afin maintenant de pouvoir attaquer à nouveau les territoires occupés à l'Est, notamment le Sud, le Nord Kivu, et maintenant évoluer beaucoup plus vers Goma. Et il y a eu des victimes dans cette histoire, mais le gouvernement n'avait pas pu parvenir à un accord avec ce mouvement. C'est dernièrement avec l'implication des États-Unis et les pressions incessantes de Donald Trump qu'on s'est beaucoup plus rapproché d'un accord de paix, ce qui a eu lieu entre la RDC et le Rwanda. Mais suite à cet accord de paix, il y avait toujours la question liée à l'AFC, l'Alliance du fleuve Congo, qui se posait. Donc, ce qu'on a vu dernièrement, c'était un accord de principe, ce qui prouvait que les deux partis, la RDC et le M23, allaient travailler ou œuvrer à l'obtention ou à la signature d'un accord pour pouvoir mettre fin à toutes ces hostilités. Mais si on voit désormais que le M23, 2 jours après la signature de cet accord de principe, attaque encore ou a encore fait des attaques dans certains villages à l'est de la RDC. Ce qu'on pourrait analyser dans ce sens, c'est que il y a encore des différences de point de vue sur certaines questions, notamment l'autorité de l'État sur les territoires contrôlés aujourd'hui par le M23. Et je pense qu'il va falloir que les acteurs impliqués puissent renégocier certaines clauses de ce fameux accord de paix qui sera signé le 18 août selon l'accord de principe. Merci à vous. Alors vous, Régis Sarossi, comment expliquez-vous la reprise des hostilités malgré la signature récente d'un accord à Doha? Alors, on a parlé de, je pense que vous l'avez su bien dit, une déclaration de principe. Et moi, quand j'ai observé les développements et qu'on a parlé de déclaration de principe, moi je me suis dit que oui, c'est un pas vers la résolution du conflit, puisque on n'arrivait pas à forcément mettre les personnes, les différentes parties en accord maintenant. C'est un pas, mais il fallait voir comment ça allait se matérialiser sur le terrain. Et on s'est rendu compte que finalement, c'est pratiquement un mirage, puisque les attaques ont repris. Alors, qu'est-ce qui pourrait réellement expliquer cela? C'est déjà le fait qu'on parle de déclaration de principe. Une déclaration de principe n'a pas forcément une base contraignante. Ils se sont juste accordés sur le fait que il était nécessaire d'avoir cessé le feu, et au-delà de cet aspect, il n'y a pas forcément un cas de violation de la déclaration de principe, des sanctions réellement qui pèsent sur chacune des parties. Donc ça, c'est le premier aspect. Il s'agissait d'une déclaration de principe dans l'optique par la suite de pouvoir avoir un accord de paix global. Et donc, comme je disais, c'est un pas, mais le second élément que je veux faire aujourd'hui, c'est que quand vous lisez l'accord ou quand vous entendez les aspects abordés par l'accord, moi je ne vois pas forcément les intérêts des uns des autres, ou je pense que ce n'est pas forcément
équitable. Parce que quand on parle d'un accord, ou pour qu'un accord soit respecté, il faut que les intérêts des uns des autres soient respectés et soient pris en compte déjà, et qu'il y ait une certaine pression, un certain intérêt à respecter cet accord. Mais quand vous regardez, vous voyez que la République démocratique du Congo voulait déjà le retrait du M23, des troupes du M23. Ça fait un élément. Ensuite, le contrôle du territoire. Et je ne vois pas forcément où le M23 a forcément de l'intérêt. Et donc, dans l'attente de voir comment les accords de paix vont être négociés, ils se sont peut-être dit qu'ils vont garder leur position pour avoir une certaine force lors des négociations. Maintenant, dans les faits, il s'est fait que, d'après, en tout cas, l'analyse que je fais, j'ai eu l'impression que le gouvernement voulait déjà récupérer les territoires occupés par le M23, ce qui ne permet pas au M23 de se retrouver dans une position de force lors des négociations. Et donc, pour réagir face à cela, le M23 a décidé de conserver les éléments de ce qui lui permettrait de rester en position de force, donc de rester sur les territoires qui sont occupés par le M23, et ces territoires qui regorgent de ressources minières, comme on le dit. Et donc cela permettrait, donc, dans la suite du processus au M23 de pouvoir garder cette position de force et de pouvoir négocier. Donc je pense que c'est ces éléments-là qui justifient le fait que le M23 reste encore hostile au gouvernement. Il n'y a pas forcément une force contraignante de cette déclaration de principe, et ensuite les intérêts du M23 ou des partis concernés ne sont pas forcément visibles quand on regarde, quand on observe. Merci. Voilà, pour finir très rapidement, Gaston Joy Agbo, faut-il revoir entièrement le modèle de négociation utilisé jusqu'ici? Je pense qu'il va falloir renégocier les clauses et impliquer désormais ce qui pourrait intéresser le M23 pour pouvoir parvenir éventuellement à un accord de paix. Et il faut également que le pouvoir en place n'essaye pas de vouloir prendre possession, profitant de cet accord de principe, pour prendre possession des territoires qui ont été occupés par le M23. Monsieur Reyes a bien fait de le rappeler. Et il y a quelque chose que j'aimerais rappeler ici, c'est que l'accord n'est pas signé entre deux États. Il y a un État et une entité, ce qui fait que c'est difficile à contraindre les deux parties en cas de violation de cet accord. Ça aurait été la RDC et le Rwanda, et on saurait par quelle mesure sanctionner la partie qui ne respecte pas cet accord. Donc il va falloir que les acteurs impliqués trouvent désormais les points d'entente pour régler cette situation. Merci à vous, chers téléspectateurs. Pourquoi les accords de paix échouent face à la réalité du terrain en ce qui concerne la reprise des attaques du M23 en RDC? Vous avez écouté les explications de nos invités à ce sujet. Nous avons également abordé la présidentielle 2025 au Cameroun que révèlent les 80 candidatures. Bon, plus de 80 candidatures enregistrées sur l'état du système politique. Les avis de nos invités, vous les avez également entendus. Je rappelle, ils sont géopoliticiens de la formation Morgan Training. Merci à vous, Gaston Joy Agbo, Régis Arossi, merci à vous. Et vous, chers téléspectateurs, on va se donner rendez-vous dimanche prochain.